franc-parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier numéro de votre dominical de vérité pour le compte de cette nouvelle année 2024. Chères auditrices et auditeurs de l'émission Franc-Parler, recevez mes vœux les meilleurs. Nous sommes comme une assemblée constituante. C'est la refonte totale de tout le système qui est en jeu. Des expressions de l'actuel président de l'Assemblée nationale du Bénin. Et oui, des propos qui ont soulevé la toile cette semaine. Les propos du président Louis Vlavonou, contenus dans un reportage diffusé sur la chaîne nationale, a été perçu, des propos qui ont été perçus, j'allais dire, par les auditeurs ou bien entendu les téléspectateurs et les citoyens et les acteurs politiques comme les prémices, bien entendu, d'une éventuelle révision de la constitution de notre pays, le Bénin. Oui, donc un plan conçu avec pour finalité une probable révision de la constitution béninoise. Ce sont un tant soit peu les idées perçues avant les élections générales de 2026. Même la sortie de clarification du porte-parole du président de l'Assemblée nationale n'a pas réussi à calmer les acteurs. Par ailleurs, la loi portant amnistie de plusieurs personnalités politiques a purement et simplement été rejetée au niveau de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Ce qui n'a pas été du goût d'une partie du peuple qui rêvait d'un cadeau spécial venant de l'Assemblée nationale. Quel sera le sort de cette loi en plénière après l'étape de la commission des lois? Ces sujets ont été donc évoqués par les citoyens béninois, surtout sur les réseaux sociaux et autres, et bien d'autres sujets seront également au menu de votre dominical de vérité franc-parler. Et nous recevons à cet effet un ancien ministre de la République, membre du bureau politique du parti Les Forces Kouris pour un Bénin émergent. Notre invité est également le directeur de l'école de ce parti politique, Monsieur Alain-François Adiou. Bonjour à vous. Bonjour, cher ami journaliste. J'en profite pour saluer les auditeurs, les auditrices. C'est la toute première fois que je foule le sol de Radio Cotonou. Et je vous remercie de m'inviter en cette occasion de la première émission de l'année 2024. Je saisis cette occasion, si vous me permettez, pour saluer les auditeurs, les éditrices et leur souhaiter une très bonne et heureuse année 2024. Merci, je reçois en leur nom. Je vous souhaite les vœux les meilleurs également pour cette année. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Je crois que c'est ma deuxième invitation et c'est la deuxième qui est la bonne. Qui a marché. D'accord. Merci pour votre disponibilité surtout. Alors, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Tikpe, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Comme vous le savez bien, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, le standard sera ouvert à 11h15 pour vous permettre d'appeler nos deux numéros, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct et évoquer donc vos préoccupations par rapport aux sujets qui seront abordés sur cette émission. Vous pouvez également laisser vos questions via WhatsApp au numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, cher ami. Vous portez bien, j'espère. Très bien. Voilà, très bien. C'est un plaisir de vous avoir au studio avec nous. Merci. Et pour démarrer, j'ai bien envie de vous demander comment se portent les forces Kouris pour le Bénin émergent. Vous êtes membre du bureau politique. La force Kouris pour le Bénin émergent. Voilà. La force. D'accord. C'est au singulier. C'est important de préciser. Oui, c'est important de préciser. Merci. FCBE se porte très bien. D'accord. Se porte très bien. Elle aurait voulu, comme parti politique, se porter mieux après les élections législatives, mais ce que le peuple a décidé pour ce parti-là, le peuple est le grand décideur et le parti les 10% vous ont malmené. Oui, nous sommes malmenés et puis nous nous préparons pour les autres occasions. Le parti se porte très très bien et prépare déjà, comme on peut s'en douter, 2026. D'accord. Mais à la base, vous avez des conseillers. Oui, nous avons des conseillers, des maires. D'accord. Ils arrivent à s'en sortir comme cela se doit dans ce marigot. C'est pas facile du tout. Et ils se battent comme tous les maires, comme tous les élus communaux et municipaux. D'accord. Et au niveau de l'école du parti,
que vous dirigez ça l'école. Se porte comme cela se porte aujourd'hui parce que, bon, il y a toujours des problèmes de moyens qui manquent. Mais on fait ce que nous faisons ce que nous pouvons en direction des jeunes notamment. Vous savez que le militantisme politique notamment dans notre pays c'est très très difficile. Hein. Donc nous essayons de construire pour demain. C'est pas encore ce qu'on souhaite, mais nous espérons que cela viendra. Mais la République vous donne un peu d'argent maintenant quand même. Oui, nous sommes le 4e parti à recevoir quelque chose. Quelque chose. Oui. Chose. C'est pas la même vision que nous avons. Hein. Non. Quand les journalistes présentent le tableau et disent 4 partis politiques, ils se partagent 1,5 milliard ou 3 milliards dans une année, vous voyez, on ne va pas dans le détail. C'est ça. Alors quand on présente ça comme ça, on se dit ils sont 4, ils ont 3 milliards dans l'année. Tac, on divise ça par 4. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Les 2 parties de la mouvance se tapent la très très grosse partie. Très grosse partie. Bon, voilà. il faut quand même comprendre. Mais ils ont plus d'élus. Nous avons quelque chose. Non, mais c'est eux qui ont fixé les critères de répartition. Quand vous êtes assis sur un arbre. Mais c'est la loi de la majorité. Non, pas du tout. C'est une loi humaine simplement. Disons ça comme ça. Vous regardez d'abord vous-même, vous donnez satisfaction avant de penser aux autres. C'est ce qui s'est passé, c'est tout. D'accord. Tout. Même si ça restait comme ça, le vent tourne. Hein, et si ça ne restait pas comme ça, il vaut mieux que ça ne reste pas comme ça et que ce soit un peu plus équitable. Mais là n'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, c'est la situation que vous venez de présenter. Elle est préoccupante. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Surtout, qu'est-ce qu'on fait pour que le pays ne bascule pas? C'est ça. Alors, je reste un peu au niveau du parti politique, au sein de votre parti politique, surtout au niveau de l'école. Est-ce que véritablement vous pensez que les militants sont bien formés au Bénin, les militants politiques? J'ai parlé tout à l'heure de ce thème-là. Cette thématique est difficile aujourd'hui parce que le militantisme, c'est comme une vocation. Le militantisme, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. C'est un appel que l'on entend, que l'on reçoit, qui implique un engagement, qui implique une adhésion volontaire. Et pour lequel on n'attend rien en retour. Au contraire, on entend cet appel-là pour se mettre au service d'eux. N'entre pas en politique qui veut, normalement. La politique, c'est une très grande œuvre de charité. On s'y engage comme on s'engage dans un service. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait cela. C'est vrai qu'il y a eu 1972 qui est passé par là, 1975 qui est passé par là, et nous avons perdu au niveau de la jeunesse. Hein. N'oubliez pas, moi qui vous parle, j'ai été un acteur, un activiste politique depuis mon jeune âge, depuis 1968. J'étais au collège. Vous voyez, alors, à ce moment-là, les mouvements de jeunes, ce que cela nous a appris au plan du patriotisme, de l'engagement, ça a disparu. Donc c'est progressivement. Et quelque part, depuis quelques années, bien avant 2016, il ne faut pas qu'on croie que c'est en 2016 seulement que ça a commencé, bien avant 2016, quelque part, l'argent a pris le dessus. Les intérêts matériels ont pris le dessus. Donc c'est difficile de construire la jeunesse sur la base de l'engagement, sur la base du militantisme. Mais on s'y met, on travaille à cela. Des jeunes filles, des jeunes femmes, des jeunes hommes s'engagent tout doucement et on leur explique ce que c'est que le militantisme. Il faut s'y adonner à corps perdu. C'est pas évident. Parce qu'elle est importante, parce que c'est d'ailleurs le souhait de la réforme politique qui a été donc menée. Il faut former les militants et partager donc les visions des partis politiques avec les militants à la base. Nous revenons premièrement au sujet qui nous retient plus aujourd'hui dans le pays, parce que le débat a été fait comme cela se doit. Toute cette semaine, la polémique était là, surtout sur les réseaux sociaux. Ça a bien fonctionné d'ailleurs. Une idée de révision de la Constitution avant les élections de 2026. Cette idée, les gens l'ont évoquée en se basant sur les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez écouté donc les propos du président de l'Assemblée nationale? Je l'ai rappelé donc à l'entame de cette émission qui dit tout simplement que nous sommes comme une assemblée constituante. C'est la refonte totale de tout le système qui est en jeu. Lors d'une réunion
initié par le président, initié par le ministre en charge des relations avec les institutions, garde des Sceaux. Écoutez, vous avez avec écouté beaucoup d'attention. J'ai également écouté la conférence de presse qui a été faite par son porte-parole, tout à fait, pour essayer Vitali Botton, pour essayer de remettre un peu les choses en place. D'accord. Les propos en eux-mêmes sont extrêmement préoccupants. Mais avant les propos, il y a le cadre lui-même qui m'avait personnellement posé problème. Pour moi, le ministre de la Justice, quand bien même il est en charge des relations avec les institutions, en tout cas, j'ai occupé ce poste-là, non pas de ministre de la Justice, mais de ministre en charge des relations avec les institutions. Et au regard de notre Constitution et de la pratique politique sous le général Mathieu Kérékou, sous l'autorité duquel j'ai servi le pays, normalement, un ministre ne passe pas avant les présidents des institutions. Mais on m'a expliqué qu'un cadre est mis en place au niveau du ministère qu'il dirige et qu'en cette qualité, c'est lui qui invite les membres du cadre et ils se rencontrent assez régulièrement pour discuter des problèmes de l'État. Cela s'entend, chaque régime met en place et gère le pays souvent selon les principes qu'il estime bons. Ce cadre devrait-il être utilisé pour ces propos-là qui ont été tenus, qui sont des propos très sérieux, qui sont des propos graves. Mais il semble que des explications devraient permettre, ou les explications données devraient permettre de comprendre que c'était un peu dit entre eux et que c'était un peu au-delà, la compréhension peut-être était au-delà de celui qui a eu l'idée. Mais l'un dans l'autre, le sujet est préoccupant. Une assemblée constituante signifie quelque chose de très précis. La réforme totale du système politique dans notre pays, c'est des mots très précis. Venant du président de l'Assemblée nationale, je ne dis pas venant du président Louis Vlavono, je ne dis pas ça. Vous faites la démarcation. Oui, je dis pourquoi venant de ses propos. Me préoccupe parce que c'est sous lui, c'est sous ce président-là que nous avons connu la toute première expérience de relecture, de modification de la Constitution. C'est vrai qu'une Constitution dans un pays peut être modifiée, je ne dirais pas tous les jours, mais peut être modifiée. Et modifiable, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Donc, une Constitution peut être modifiable, peut être modifiée. La façon dont ça a été fait en 2019 nous a posé problème. Je fais partie des gens qui ont beaucoup critiqué. Et ce n'est pas normal. J'étais déjà relativement engagé politiquement comme acteur depuis la conférence nationale. J'ai vu comment en 1990, les choses se sont passées jusqu'à ce que cette loi fondamentale ait été adoptée par le peuple. Donc, et quand moi je parle de la Constitution, j'ai des frémissements parce que je ressens qu'il y a des morts, qu'il y a des vies, des pertes de vies humaines. C'est tout un combat qui a été mené. Que des gens qui n'ont pas connu ou qui ont connu ces moments-là de loin disent que beaucoup de choses ne se sont pas passées à la conférence nationale, même que rien ne s'est passé, les problèmes de développement n'ont pas été. Je leur concède ça. Mais que l'on se permette, au nom du peuple qui vous a élus, qu'on se permette de dire nous pouvons tout remplacer en votre nom. C'est la lecture que je fais. Nous pouvons tout remplacer en votre nom. Je pense que c'est aller un peu trop loin. Je veux croire. C'est un sentiment personnel. Je veux croire que M. Louis Vlavono... C'est l'opposant qui parle. Non, c'est le citoyen responsable qui parle. Et d'ailleurs, je suis plus ici en tant que citoyen responsable, homme politique, acteur politique connu. Connu. Donc je dis, tout à l'heure j'ai parlé du président de l'Assemblée nationale. Mais cette fois-ci je dis, je suis presque certain que M. Louis Vlavono a dû regretter un peu ce que le président de l'Assemblée nationale a eu comme propos. Je suis persuadé, parce que je connais un tout petit peu l'homme, je connais son sérieux, je connais son engagement. C'est pour cela que je lui prête cette très bonne
intention. Maintenant, le sujet en lui-même, il est très politiquement analysé, il a été très politiquement mis sur les réseaux, analysé dans tous les sens, on a crié. Mais en réalité, pour moi, et pour les hommes politiques sérieux, ça ne devrait pas poser grand problème. Et je m'explique si vous permettez. Allez-y, prenez tout votre temps. Vous savez, Oui. même si en 2019, nuitamment et précipitamment, la loi fondamentale de 1990 a été modifiée en bien des articles, l'essentiel n'a pas été touché. L'essentiel de ce qu'on peut craindre, Le cœur du système est maintenu. si on peut le dire, n'a pas été touché. Troisième mandat, par exemple. Et il y a d'autres points de la Constitution. Parce que ça a été renforcé. Nul ne peut Voilà. être Voilà. président plus de 2 fois dans sa vie. Peut-être qu'on a besoin de renforcer encore un peu plus. D'accord. Tout à l'heure. Donc, le sujet, Oui. politiquement, il est très sérieux. Si nous étions encore en 2019-2020, 8e législature, où il n'y avait que les deux partis soutenant l'action du président de la République, là, on pourra dire tout de suite, commençons à crier, soulevons nos cheveux, tirons nos cheveux sur la tête, allez. Non, nous ne sommes plus dans cet environnement législatif. Nous avons, à la répartition des sièges, 53 pour l'Union, l'UP, c'est ça, hein? Oui. Union, le Renouveau, Oui. le BR, 28, le parti d'opposition, enfin l'opposition représentée par les démocrates, 28. Ils sont 109. Avec 28 députés, il y a déjà au niveau du parti Les Démocrates la minorité de blocage. La loi dit quoi? Pour retoucher à la Constitution, il y a 2 conditions majeures. Oui. Premièrement, il y a les 3/4 des députés qui votent pour L'idée de révision. l'idée de révision. Oui. Les 3/4 seulement Oui. votent pour à l'Assemblée nationale. Dans ce cas, le vote est retenu. Mais on ne peut pas, c'est pas validé, si je peux m'exprimer C'est ça, ainsi. c'est ça. Pour aller plus loin, pour rendre concrètes les modifications de la Constitution, donc la révision de la Constitution, au-delà des 3/4 des députés qui auront voté, il faut maintenant le référendum. Il faut que le peuple se prononce C'est ça. et dise oui. 109, 3/4, ça fait 80 et quelques. 53 pour l'UP Le Renouveau. 28 pour le BR, ça fait 81. Oui. Il leur manque 1 ou 2. Les 1 ou 2, si les députés de la majorité, la mouvance, veulent avoir les 1 ou 2, il faut qu'ils aillent prendre ça dans les 28 les démocrates. Tout à fait. Si les démocrates se laissaient piéger, on pourra donc dire que ce sont les 1 ou 2 des démocrates qui auront permis la révision de la Constitution. Aussi simple que ça. Puisque ils auraient... Pour parler en termes clairs, Oui. ils seront achetés en quelque sorte. Oui, dans tous les cas, les stratégies diffèrent. Oui. Mais l'habitude, c'est un peu cela. C'est ça. Et c'est pas, je m'excuse de le dire comme ça aussi brutalement, hein, votre émission s'appelle Franc-parler. Franc-parler. Oui. Et vous me connaissez aussi pour mon franc-parler Allez-y. en milieu politique. Donc, si c'est l'argent pour les acheter, c'est ça qui manque le moins aujourd'hui moins. dans notre pays. Ah bon. Oui. Et l'étalon, c'est en termes de centaines de millions ou de milliards. Ok. On est Donc, si riche que ça. Donc, s'il y a 1 ou 2 députés Oui. de l'opposition à l'Assemblée nationale, donc les démocrates, s'il y en a 1 ou 2 seulement qui acceptaient de trahir, entre guillemets, les autres camarades, eux, ils vont s'ajouter aux 81 pour voter. Et il y aura les 3/4. Mais même avec ça, ça ne suffira pas pour que la Constitution soit modifiée. Mais dans le pire des cas, s'ils arrivaient à acheter, entre guillemets, à convaincre, je préfère cette expression-là, à convaincre 7 à 10 députés parmi les 28, parce que au-delà des 3/4, si on veut
que la Constitution soit modifiée sans référendum, il faut les 4/5 des députés. 4/5, ça nous amène à 88 au moins. Oui, c'est ça. Donc, si ils arrivaient, les députés de la majorité, arrivaient à acheter, à convaincre 7 députés parmi les démocrates qui les rejoignaient, là, peut gérer au Parlement. Ils vont gérer au Parlement. Oui. La Constitution sera modifiée comme ils ont fait en 2019. Alors, aujourd'hui, la question est moins dans le camp du BR et de l'Union et de l'UPR, enfin l'UPR, le renouveau, comme ils s'en réclament. C'est moins donc, la question est moins dans le camp des partis de la majorité présidentielle, de la mouvance, que dans le camp de l'opposition représentée par les députés les démocrates. Alors, l'idée a été lancée. Oui. Le chef du parti, le président Yahi Boni, le président du parti Les Démocrates, à l'occasion de la présentation de ses vœux, a crié tout de suite, non, il n'y aura jamais de 3e mandat. Si ce qu'il dit est sérieux, est sincère, il doit convaincre ses députés. Il doit leur dire, quel que soit le montant qu'on vous donnera, les 28 députés, à la limite, quel que soit le montant qu'on vous donnera, voilà, prenez ça. Nous avons besoin, nous les démocrates, on a besoin d'argent pour travailler, pour faire campagne. Mais là, je vous comprends plus du tout. Oui, vous me comprenez. Nous sommes en politique là, d'accord? Je ne biaise pas, mais je dis sincèrement les choses. Oui. Là, le président Yahi Boni peut dire à ses députés, écoutez, nous avons besoin d'argent. Si on veut vous acheter, prenez l'argent. Si on veut vous acheter, prenez l'argent. Je ne lui demande pas de dire, j'ai dit peut dire, d'accord? Si on veut vous acheter, prenez l'argent. Mais attention, ne trahissez pas le peuple. Ne trahissez pas surtout votre conscience. Ne trahissez pas l'engagement. Ne trahissez pas le peuple ou bien ne trahissez pas le parti Les Démocrates. Je viens là. Je dis, ne trahissez pas le peuple. Ne trahissez pas votre conviction, votre sentiment, d'accord, votre conviction profonde. Et ne trahissez pas notre engagement, c'est-à-dire le parti Les Démocrates. Donc, ne nous trahissez pas. Ne nous trahissons pas. Quel que soit ce qu'on nous donnera comme argent, nous allons dire après, oui, on a reçu beaucoup d'argent, mais que nous n'avons pas voulu. Ni que 1 ou 2 rejoignent les autres pour faire les 3/4, ou encore plus 7 ou 8 pour faire les 4/5. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose, c'est pas seulement de la fiction. Ce que j'ai fait là, c'est pas de la fiction du tout. J'ai analysé les conditions dans lesquelles la Constitution peut être révisée. Et vous avez utilisé les chiffres. J'ai utilisé les chiffres que tout le monde connaît. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que les auditeurs, les auditrices peuvent me dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, 2026 approchant, que les 53 députés de l'Union progressiste des renouveaux, les 28 députés du BR sont maîtrisables. Si on leur dit, on va réviser la Constitution en vue d'un 3e mandat, par exemple, ou simplement, on va réviser la Constitution. Et ils ne sont pas convaincus de tout ce qu'on va mettre dedans. Vous pensez que les 53 plus 30, plus 28, des 81 peuvent être unanimes et suivre bêtement? Eux aussi vont te réclamer quelques centaines de millions. D'accord? Et puis, au-delà de ça, ils vont peut-être réclamer que le président de l'Assemblée nationale fasse voter. Et peut-être fasse voter, non pas à main levée, mais voter au bulletin secret. C'est plus difficile à contrôler. Vous avez un cas de conscience. Les députés, les 109, quelle que soit leur chapelle politique, ils sont devant l'histoire de leur conscience. Ou bien ils trahissent le peuple, ou bien ils se trahissent, ou bien je ne sais pas quoi d'autre. D'accord? Donc, c'est bon d'agiter ça. D'agiter la révision de la Constitution, avec ou sans 3e mandat. C'est bon. Ça doit éveiller le peuple. Cette année, pour moi, l'année 2024, doit être l'année de l'éveil citoyen et politique. Responsabilité et engagement politique de chacun de nous. Nous devons commencer à veiller au grain. Non pas parce que nous voulons que le président Talon parte. Il va partir parce que c'est constitutionnellement établi. Mais moi, je veux lui faire confiance. Même si je ne lui ai pas fait confiance en 2021 parce qu'il avait dit « je ferai le job en un seul mandat » et puis les conditions ont changé. Je ne lui ai pas fait confiance. Il sait que je ne lui ai pas fait confiance. Mais cette fois-ci, qu'il le veuille ou non, constitutionnellement. Et puis, c'est lui qui a dit « c'est pas mon 2e mandat, c'est mon 2nd mandat. » Le 2nd mandat, le 3e, les mots ont un sens. ont leur sens. Donc, je veux lui faire confiance.
qu'en 2026, il n'est pas candidat. D'ailleurs, il a dit récemment que lui, il va être présent. Mais très actif. Très actif. Mais que ce ne sera plus lui-même. Alors, pourquoi ne pas s'en tenir à ça et dire que... Et puis, je conclus sur ce sujet-là. Quand le président Kérékou devait partir, nous étions à la veille de 2006. Il y a eu des velléités, non pas de 3e mandat, mais de transition de 2 ans, pour que les insuffisances liées à la pratique de la Constitution puissent être corrigées. Vous devez vous rappeler. C'est à ce moment-là qu'on a eu la grande affiche de sport « Ne touche pas à ma Constitution ». Tout à fait. D'accord ? Et c'est encore... ça fait penser à Ricky Madougou. C'est encore d'actualité, n'est-ce pas ? Déjà à ce moment-là. Et puis, assez récemment, même s'il y a quelques années, l'actuel président de la République, c'était le citoyen Patrice Talon, l'ami du président en fonction à ce moment-là. C'est lui qui nous a révélé que Yahi Boni, président de la République, avait eu des velléités de révision de constitution et qu'il avait dit non. Alors, pourquoi aujourd'hui, lui qui avait dit non à son ami, qui est aujourd'hui son prédécesseur, non à un 3e mandat dans le passé, un 3e mandat, pourquoi lui aujourd'hui va porter une idée pareille. Alors, celui qui lui a passé le témoin a commencé à crier non à un 3e. C'est leur droit le plus absolu. Mais pour conclure réellement sur cette question, le peuple doit être fatigué aujourd'hui. L'esprit de notre Constitution, c'est que quand quelqu'un arrive à faire, un chef d'État arrive à faire 2 fois 5, ça doit suffire. Il va au garage. Ça devrait suffire. Non, il va se reposer. Et il va changer d'activité pour se mettre au service de la nation d'une autre manière et laisser d'autres continuer. C'est ça l'esprit. Il faut que tous les 10 ans, qu'on cesse de nous parler de éventuel 3e mandat. Parce que vous êtes fatigué d'entendre ça. Le peuple doit être fatigué. Parce qu'il faut construire autre chose. Éventuel 3e mandat. Non, il faut qu'on... Peut-être qu'au niveau de la Constitution, il faudra ajouter une petite phrase pour dire, par exemple, que le président de la République, sous le mandat duquel il sera évoqué un 3e mandat, sera condamné de parjure. Quelque chose d'aussi fort pour empêcher toute velléité d'évoquer un 3e mandat. Parce que on le met lui-même en position de gardien. On le met lui-même. En position celui de gardien. Qui est en exercice, celui qui est en fonction, on le met en position de gardien. Pour que personne dans son camp, encore moins, personne ailleurs, encore moins dans son camp, n'évoque un quelconque 3e mandat. Pour que nous passions les témoins, si c'est nécessaire, tous les 10 ans, dans la paix. C'est ça qui va garantir le développement. Nous avons vu, depuis 2016, les efforts que le régime actuel a fait. Tout le monde dit, oui, mais il y a beaucoup d'insuffisances. Si vous donnez l'occasion, j'en parlerai. Mais beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le plan matériel. Le développement n'est pas que matériel. Ce n'est même pas d'abord matériel. Mais sur le plan matériel dans notre pays, on a vu beaucoup de choses. Pour préserver ça, il faut la paix. Et la paix, ce sont les conditions immatérielles de la gouvernance qui créent ça. Donc, il est temps qu'on renforce à nouveau cette affaire de 2 fois 5, possiblement, comme disent les Canadiens, en disant ce que j'ai dit là tout à l'heure. C'est juste une idée, que le président, sous le mandat duquel cette affaire-là est évoquée. Mais ce renforcement dont vous parlez, ça passe forcément par une révision de la Constitution. Forcément. Forcément. Je ne dis pas que ce soit maintenant. D'accord. Ou alors, si le chef de l'État actuel, si les siens écoutaient ça et que ça leur faisait quelque chose dans la tête, ils se disent, mais attention, c'est possible, nous allons renforcer ça pendant que moi, Patrice Talon, je suis là. On renforce ça et c'est du définitif. Et on n'évoquera plus jamais cette question du 3e mandat dans notre pays. D'accord. Mais à vous suivre comme cela se doit. J'ai retenu une partie qui mérite donc clarification. Vous l'aviez évoqué. On ne peut aujourd'hui passer à une révision de la Constitution sans l'implication des députés de l'opposition. Sans les démocrates. Donc ça veut dire que leur responsabilité est totalement engagée si on enclenche un processus pareil. Totalement. Oui. C'est d'abord ces députés-là que le peuple doit surveiller. D'accord. C'est d'abord ceux-là que le peuple doit surveiller. Ils doivent être surveillés par le président de leur parti. D'accord. C'est pas du populisme. D'accord. C'est des actes politiques majeurs qu'il faut poser. Et une fois qu'on les a posés,
on réclame d'avoir posé cet acte-là. Le chef de l'État peut, les siens peuvent, mais le président du Parti Les Démocrates, en surveillant les siens, s'ils empêchent toute révision, aussi bien par les 3/4 ou par les 4/5, une fois que l'acte est posé, donc le refus, ils pourront dire « Nous avons réussi. Vous nous avez donné seulement 28 députés, mais avec ça, nous avons bloqué toute velléité de révision. » Et on les applaudira. D'accord. Donc, ce n'est pas la peine qu'ils ameutent le pays, le peuple pour le moment. Donc, ce qui s'est passé, toute cette polémique autour de cette idée-là, ne devrait pas exister, selon vous, au sein du parti. Ça a déjà existé, mais qu'on s'en tienne à ça. Qu'on oublie ça. Qu'on oublie ça. Il y a beaucoup d'autres problèmes très sérieux dans le pays que ça. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Je prends... La Cour constitutionnelle a fait une injonction à l'Assemblée nationale pour la modification du code électoral. Au niveau du code électoral. Oui. C'est un travail technique, politique, qui peut, je dis bien, qui peut amener à relire la Constitution. Tout à fait. D'accord ? Qui peut amener à relire la Constitution. Mais qu'on ne s'effarouche pas, qu'on ne crie pas. Mais si c'est cela, que les 109 députés veillent au grain et disent, nous avons besoin de corriger certaines choses. C'est vrai. Par exemple, le calendrier... Parce que le code électoral ne peut pas être en contradiction avec la Constitution. Non, si on trouve quelque chose, il faut corriger. On corrige le code ou bien on corrige la loi fondamentale. Voilà, ou on corrige le code et les corrections, les nouvelles corrections, on les met dans la Constitution. Dans la Constitution. D'accord, voilà. pour renforcer. Alors, si aujourd'hui, ceux qui nous ont amené la Constitution modifiée de 2019, c'est eux les acteurs. S'ils se rendent compte qu'il y a des insuffisances, puisque nous avons tous crié à qu'il y a des insuffisances, mais s'ils s'en sont rendus compte et qu'ils disent, nous vous donnons les garanties qu'on ne va pas toucher aux fondamentaux, mais ce que nous avons introduit avec des biais, on va corriger. S'ils disent ça, si par exemple, les différentes dispositions et du code électoral et même de la Constitution, que nous, de l'opposition, nous dénonçons comme des dispositions chrysogènes, qui apportent la crise. Parce que, par exemple, et comme je me plais à le dire, à la conférence nationale, ce qui a fait l'essentiel du débat, c'est le consensus, le refus d'exclusion. Parce que notre histoire politique, notre histoire socio-politique est riche en cela. Et à la conférence, on a dit, plus jamais ça. Il faut arrêter. Si la minorité est battue régulièrement, elle accepte. Mais si ce n'est pas des stratégies qu'on l'élimine, ce n'est pas bon. D'accord ? Donc, le consensus est l'élément fondamental de notre système démocratique au Bénin. Ce que moi, personnellement, j'ai observé, c'est que sous le président Talon, il y a eu beaucoup de biais qui ont été introduits et qui ont fait que le consensus est en souffrance. Il y a de l'exclusion. Il y a de l'exclusion. On utilise par exemple le parrainage pour exclure. On utilise par exemple le quitus fiscal pour exclure. On utilise pour exclure. Les 10% aussi. Pour exclure. Et ce n'est pas une bonne chose. Okay. Alors, si le président Talon a eu besoin de ça pour gouverner pendant 10 ans, maintenant qu'il est en train de partir, il n'en a plus besoin. Donc, il doit être même le premier acteur à souhaiter que les députés revoient tout ça. Et si c'est fait, ce sera tant mieux pour sa fin de règne et tant mieux pour le pays, puisque nous allons nous retrouver dans des conditions de paix, d'unité nationale, de cohésion nationale pour construire le développement de notre pays. Donc, la Cour constitutionnelle a fait une injonction à l'Assemblée nationale. Nous, partis politiques, nous devons regarder ça, surveiller ça comme de lait sur le feu pour que les députés de l'Assemblée nationale, les 3 partis politiques à l'Assemblée, ne se croient pas les seuls à faire le travail. C'est eux qui vont poser l'acte législatif, d'accord. Mais il y a les autres. Mais que les idées soient partagées avec tout le monde. FCBE, par exemple, c'est un parti d'opposition qui fait de l'opposition non parlementaire, puisque nous ne sommes pas au Parlement. Tout à fait. D'accord. Et il y a d'autres partis qui se réclament de l'opposition. Peut-être même, pas peut-être, il y a d'autres partis de la mouvance qui ne sont pas au Parlement. Mais ce sont quand même des partis politiques. Qui n'ont même pas de conseiller à la base. Oui, ils n'ont même pas de conseiller à la base. Donc, que le bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale en tête, se disent, mais
cette invitation-là de la Cour constitutionnelle, nous ne devons pas rester 3 partis politiques pour la gérer. On va réunir les autres, on va les consulter, ils vont émettre leurs idées, que nous allons mettre quelque part. Et maintenant, quand on se retrouve à l'Assemblée nationale, nous allons faire le travail en tenant compte de la nation tout entière. D'accord. Quand on va faire ça, s'il y a à la révision du code électoral, s'il y a nécessité de retoucher à des virgules, des points-virgules de la Constitution, ils le feront et nous serons là pour apprécier. D'accord. Merci beaucoup à vous pour vos clarifications. Mais quand le président de la République dit qu'il sera très actif en 2026, qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est un citoyen. Oui. À la veille de 2026, il sera président de la République en train de finir et citoyen. Peut-être qu'il a besoin de voir 1 ou 2 amis qu'il va soutenir, qu'il va encourager. Vous savez, ça se passe comme ça. Quand nous étions là sous le président Kérékou, oui, il avait souhaité ci et ça. Et puis après, il a laissé les choses se passer. Le président Yahi Boni aussi, je crois, je n'étais pas dans le secret des dieux, mais je crois que donc, c'est légitime. Bon, lui, il a clairement porté un candidat, Lionel Nissou. Oui, mais celui-ci, peut-être que celui-ci était en train d'annoncer qu'il va porter un candidat. Peut-être que c'est ça qu'il est en train d'annoncer. Mais moi, je dis, c'est légitime. Oui. C'est tout à fait légitime. Tout ce que alors vous le voyez dans quelle posture, ou bien qu'est-ce que vous souhaitez pour lui? Moi, je souhaite qu'il sorte par la grande porte. Oui. Simplement par la grande porte. Il avait dit dans ses rêves légitimes qu'il aimerait bien être porté en triomphe. J'ai quelques réserves là. Je ne suis pas très sûr. Je suis pas très sûr qu'il soit porté en triomphe, mais qu'il ne fasse pas plus que ça, n'est-ce pas? Qu'il sorte tranquillement par. Il peut soutenir par le bas, parce que ce qui ne serait pas bien, si le peuple était prêt à l'applaudir, à l'ovationner, alors n'importe qui qu'il va soutenir pourra passer. D'accord. Mais si ce n'est pas le sentiment du peuple, n'importe qui va soutenir risque de ne pas passer. Donc il vaut mieux sagesse il vaut mieux sagesse pour sagesse, prier Dieu pour que son successeur soit quelqu'un qui soit tout au moins dans la moitié de sa dynamique. D'accord. Pour porter une partie de ses visions. De ses visions pour que les choses continuent. Quelqu'un avec qui il pourra discuter, échanger, à la limite même accompagner. Il avait, je crois, souhaité que son prédécesseur l'accompagne, même si les choses ne se sont pas passées comme ils auraient souhaité, j'espère, mais tout est justifié par leur passé. D'accord. On retourne au Parlement, cette fois-ci au niveau de la commission des lois. À l'Assemblée nationale, vous étiez là, vous avez eu l'information comme tout le monde. La loi proposée, donc la loi d'amnistie proposée par les députés de l'opposition, a été rejetée au niveau de la commission des lois. Une surprise pour vous, ou bien vous savez très bien que ça n'allait pas passer? Nous sommes dans une émission dont le titre est Franc-parler. Franc-parler. Oui. Et personnellement, je n'ai pas été surpris. D'accord. Je l'avoue, je n'ai pas été surpris. Non pas parce que la proposition de loi n'est pas pertinente, elle est pertinente, elle se justifie. Mais la procédure, selon moi, n'est pas la bonne. D'accord. N'est pas la bonne. On a l'habitude de dire que le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Et une loi comme celle-là, proposée par un groupe de députés à l'Assemblée, ça ne suffit pas. Les 28 parlementaires qui sont du parti Les Démocrates savent très bien qu'ils ne peuvent pas voter à 28 sur 109 cette loi-là pour qu'elle passe. D'accord. Ils savaient depuis le début qu'ils ont besoin des autres, même s'ils circonscrivaient tout au niveau de l'Assemblée nationale. Depuis leur entrée à l'Assemblée nationale, alors que c'était l'une de leurs revendication, pour ne pas dire la revendication majeure. Nous allons tout faire pour libérer nos frères et sœurs et faire venir les exilés. Depuis le début, ils savaient qu'il allait porter cette proposition de loi. Mais quand moi je les observe de loin, ils se sont comportés alors que normalement ils sont devenus députés, donc responsabilité nationale. Mais ils se sont tout le temps comportés comme des gens en mauvaise posture. Je me souviens que jusqu'à maintenant, aucun rapport du président de l'Assemblée nationale n'a été voté par eux.
c'est toujours des réclamations. Nous voulons être ici, nous voulons être là, ceci. Même au niveau des commissions, ça fait pas mal. Donc, c'est comme du frontal. C'est comme du frontal à chaque fois. Le président, le vice-président Léon Basile Arrossi, c'est l'un des vieux de la vieille. Un vieux routier. Un vieux routier de l'Assemblée nationale. Éric Ouneté, il s'y connaît, pour ne citer que ceux-là. Il a été aussi vice-président. Vice-président, premier vice-président. Donc, ils savent la procédure. Et puis, je m'excuse, ça c'est au niveau de l'Assemblée, j'ai constaté que ils étaient toujours en position de réclamer. Au-delà de l'Assemblée nationale, M. Éric Ouneté a rencontré un certain nombre de fois le président de la République, mais ce n'est pas ce genre de rencontre qui fait objet de négociation. S'il va parler de ce problème-là, amnistie, etc., c'est une demande qu'il fait. Même le président du parti, quand il a rencontré le chef de l'État la dernière fois, ce n'est pas de négociation, ça. C'est une demande. Je viens vous demander, je viens vous prier, je viens vous demander pardon. Non. La négociation, c'est une fonction importante du management. Négociation politique. Et souvent derrière les rideaux. Et souvent derrière les rideaux. Donc, il faut avoir préparé le terrain. Des députés... Adoucir le cœur du président avant d'aller le rencontrer publiquement. Adoucir le cœur du président de la République, adoucir le cœur de certains acteurs majeurs, adoucir les cœurs autour de ce sujet-là. Parce que c'est un sujet à la fois politique, mais surtout social et national. Ce n'est pas le problème des seuls députés du Parti Les Démocrates. Du Parti Les Démocrates. C'est aussi le problème d'autres personnes. Il y a des gens de la mouvance qui sont très très proches, qui souffrent de ces privés de liberté-là, qui souffrent de ces absences de ces exilés. Donc, c'est un problème national. Et la posture dans laquelle les amis, les démocrates se sont trouvés, c'est nous agitons ça. Excusez-moi encore, nous faisons du populisme. Nous avons dit que c'est nous qui revendiquons ça, un problème d'ordre politique, puis j'ai parlé de politique aussi tout à l'heure. Et quand ça va être obtenu, qui va vouloir en profiter tout seul? Tel que le parti Les Démocrates a engagé la chose, ce sera pour dire, nous les avons libérés, nous les avons fait venir, c'est nous qui récupérons. D'accord? Vous pensez les gains politiques. Les gains politiques, c'est de ça que je parle, en termes clairs. Vous pensez que le camp d'en face n'est pas sensible à cela? Le camp d'en face est sensible à ça. Quand vous voulez négocier, vous voyez ce que chacune des deux parties... Parce que la libération des détenus politiques et le retour des exilés, ça peut être également commercialisé par les partis de la mouvance présidentielle. Ça peut être commercialisé par les deux. Oui, et rentabilisé même. Par les deux. Oui. Par les deux. Mais il faut d'abord se retrouver, s'entendre. Il faut d'abord s'entendre, en discuter. Dès le début, les gens de la mouvance, le président de la République, eux, ils disent, ce ne sont pas des détenus politiques. Donc, la question de la qualification. C'est ça. Les autres de l'opposition disent, ce sont des détenus politiques. Il faut s'accorder d'abord. Déjà à ce niveau, il faut s'accorder. D'accord. Il faut s'accorder. On ne joue pas avec la liberté ou de la liberté des gens n'importe comment. On ne joue pas de ça comme ça. Donc, il s'agit de priver de liberté, d'exiler des personnes humaines qui sont en souffrance. Et là, nous sommes en train de... Bon, vous voyez mon geste, les auditeurs ne me voient pas. Donc, dès le début... On est en train de patauger, c'est ça? Dès le début, le problème a été mal posé. Bon, maintenant que ce qui est arrivé à l'Assemblée est arrivé, depuis la commission des lois, même programmé à la plénière, la plénière ne pourra pas aller au-delà de ce que la commission a dit. Vous n'espérez pas grand-chose. Non, mais ça ne veut pas dire que le débat est clos. Il faut revenir là-dessus. Il faut revenir là-dessus. Et retrouver un autre chemin. Il faut retrouver un autre chemin. Les politiques, notamment les démocrates, ça a été mal pris, mal engagé. Peut-être que les politiques seules ne suffisent plus. Il faut une troisième voie. Il faut
d'autres fois. Vous étiez consulté au niveau du FCBE par rapport... C'est un problème que nous avons porté, nous aussi. C'est ça. Je réclame officiellement que ce n'est pas seulement la préoccupation de les démocrates. Pas du tout. C'est la préoccupation, comme je l'ai dit, c'est la préoccupation de tout le monde. D'accord ? C'est une préoccupation nationale. Nationale, sociale et nationale. Mais telle que posée, c'est mal posé. Maintenant, si les démocrates veulent que dans un cadre politique plus large de l'opposition globale, ça soit porté, c'est encore possible. Mais ce qui me paraît mieux indiqué, c'est que les forces sociales, les forces religieuses, d'autres forces dans le pays se préoccupent de ça, entrent dans la danse et demandent... C'est un humain après tout. Il faut réussir à adoucir son cœur. Il faut réussir à adoucir son cœur avec des conditions même draconiennes, drastiques. Je me permets... Allez-y rapidement avant de recevoir les auditeurs. D'accord. Ce que tout le monde craint aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez dit, la commercialisation. La commercialisation, ça passe par quoi surtout ? Si les deux majeurs privés de liberté, pour ne pas les nommer, Mme Rikia Madougou et Joël Aïvo, si par exemple ils sortaient et qu'ils étaient candidats, ça va poser problème. Dans les deux camps. On pourra dire, voilà, des gens qui peuvent être candidats. S'ils sont candidats, ils seront forcément candidats de l'opposition. D'accord ? Et ça risque de déranger la mouvance. Nous sommes d'accord ? Bien. Mais on est en politique. Les gens peuvent s'asseoir et dire, écoutez, nous allons les libérer. Problème social, problème national, etc. Mais ils ne seront pas candidats. Tout ça se négocie. Ils ne seront pas candidats. Pendant 10 ans, peut-être, ils ne seront pas candidats. Ça se négocie. On s'assoit, on négocie. Et puis on dit, voilà le minimum que nous avons eu. Est-ce que ça vous plaît comme ça ? S'ils disent non, on veut rester 10 ans, 20 ans en prison, bon, libre à eux. Mais au moins, les négociations seront terminées sur des bases très claires. Mon souhait, c'est que ce problème-là soit résolu avant le départ du président de la République en fonction actuellement. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre Alain-François Adiou, pour vos clarifications sur le sujet. C'est le décryptage donc de l'actualité politique cette semaine sur Franc-Parler. Nous allons prendre maintenant les auditeurs qui souhaiteraient donc intervenir. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum. Bonjour, cher ami. Paul Chaudatan. Que Dieu te garde et protège la radio Cotonou. Nous vous écoutons. Merci. Quand j'entends les hommes politiques béninois depuis 60 à nos jours, j'ai envie de sourire ce matin. Quand on me dit que si le gouvernement actuel décide réellement de réviser la Constitution, que les démocrates vont faire bloc, et c'est les mêmes démocrates que nous avons vus voter contre, comment dirais-je, ce budget-là, et un de leurs n'a pas voté, mais a voté. Donc, nous sommes sur le terrain politique, faisons très attention. Je ne suis pas pour ci et ça, mais je dis, nous sommes sur le terrain. Je savais très bien quand je dis que si les gens décident de réviser la Constitution, ils vont réviser la Constitution. D'accord. Vous avez une question ? Vous avez une question ? Que personne ne vous trompe. D'accord. La nuit, ils peuvent se réunir et vous aurez d'autres sons de cloche le lendemain. D'accord. Merci. Ma deuxième préoccupation, c'est quand j'entends qu'on nous dit, il faut qu'il nous donne vraiment son avis sur la question. Les seuls, comment dire, quand j'entends tout le monde dire il faut sortir Rikia Madougou de la prison, Joël Aïvo, nous étions les tout premiers qui ont supplié le chef de l'État à ce que ces exilés et autres là rentrent au pays, qu'ils soient libérés. Mais vous ne demandez pas aussi, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de nos chers citoyens qui sont en prison pour d'autres divers problèmes. Vous pouvez fois c'est seulement eux et on laisse les autres. Et quand vous allez comme ça devant le chef d'État, vous pensez que vous pouvez le convaincre quand lui il est dans la légalité? Donc je veux vous entendre sur cette question-là. Les autres là qui sont impliqués dans d'autres dossiers là, qui ne sont pas politiques et autres là, pour des détournements et autres là. Ça, ce n'est pas votre préoccupation quand vous êtes des opposants. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan. Et nous poursuivons avec un autre à présent. Bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Sébastien Nyonrosso. Exactement. Nous vous écoutons. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, cher ami Nyonrosso. Je m'appelle Sébastien Nyonrosso, en direct de Cotonou, Misseb, au 5e arrondissement. Merci. Bonne année à vous. Merci, heureuse année à vous aussi. Merci bien. Ma
monsieur le ministre Alain Adio, savez-vous que le peuple béninois vous aime si tant parce que vous avez été ministre chargé des relations avec les institutions. Vous avez fait beaucoup en son temps. Et vous avez payé les frais politiques. Vous en savez quelque chose. Mais quand aujourd'hui, vous dites de négocier pour la liberté des gens, ça m'étonne. Personne ne peut négocier parce que celui qui a arrêté les gens, c'est pourquoi ces gens sont arrêtés. C'est sa volonté. Vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez vous agenouiller. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Mais quand vous mettez la question de liberté des gens sur les démocrates, tous ceux dont ils parlent là ne sont pas des démocrates ou des démocrates. Joël Yvon n'est pas démocrate. Sébastien Germain à Javon qui a gagné des procès par-ci par-là n'est pas démocrate. Il y en a beaucoup, je ne peux pas les citer tous pour raison de temps. Donc, laissez affaire de faire ci, de négocier, d'aller voter ou bien de faire des compromissions pour la liberté. Non, Alain Adiou, monsieur le ministre, vous êtes un chrétien fervent. Donc, nul n'est dans ce pays. Les démocrates, si les mouvementiers veulent, ils veulent porter ce chapeau, eux aussi, ils n'ont qu'à négocier cette loi d'amnistie selon eux pour pouvoir libérer. Est-ce que, monsieur Alain Adiou, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes sûr que ces députés qui sont là, quand le chef de l'État dit que je ne suis pas favorable à l'amnistie, vous voyez que ces députés peuvent faire autrement? Au Bénin ici, nous voyons les choses. D'accord. Deuxième préoccupation, ma question pour laisser la ligne. Oui. Est-ce que, monsieur le ministre Alain Adiou, qu'allez-vous faire pour enlever de la tête des Béninois que le parti SEB était parti d'opposition? D'accord, merci. Merci beaucoup à vous. On comprend donc, on comprend votre préoccupation, vos deux sujets. Nous allons poursuivre à recevoir, bien entendu, d'autres intervenants pour cette émission Franc-Parler. Un autre intervenant est déjà là, pas encore. On va espérer donc des intervenants. Je reçois donc des messages aussi qui sont évoqués et après je vais les lire pour poser les questions des internautes sur... Non, pas d'internautes, oui, on peut le dire aussi, hein, ils sont sur Internet. Donc voilà, on prend un autre bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, votre nom? Je m'appelle Mansoro et Gerpo Romualder. D'accord, nous vous écoutons. Je remercie beaucoup votre invité. Mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Et en ce qui concerne la libération des détenus politiques, n'attend pas là. Et je vois bien là, ce que votre invité a dit, mais si le président de la République, si lui n'est pas actuellement prêt, est-ce que ces députés peuvent toutefois accepter ou qu'on puisse voter effectivement pour ça là? C'est une très grosse interrogation. Et à part ça, comme a déjà dit ceux qui m'ont déjà précédé, il y a aussi des personnes qui ne sont pas des politiciens ou là qui se trouvent derrière les barreaux aujourd'hui. Et ceux-là, on ne parle pas absolument pas à propos de leur sujet. Et on s'attaque seulement aux politiciens. À part ça, allô? Oui, nous vous écoutons. Allez-y rapidement. Okay. Voilà. À part ça, il y a aussi des préoccupations que je veux que on nous éclaire un peu sur ça. Par exemple, l'Assemblée qui a été... qu'on a commencé à l'entrée du Botrovo, et puis les fonds ont été détournés, puis jusqu'à présent, on dit qu'on va revenir sur la fin. Je n'entends rien, absolument rien. Je veux que votre invité dise quelque chose à propos de ça. Et qu'est-ce qu'il pense concrètement à propos de ce sujet? Comment faire pour que les gens qui ont détourné ces fonds-là vont essayer de retourner à l'État? D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui. On poursuit. Un autre bonjour. Oui. Votre nom? Je vous reçois pas bien. Si vous êtes une main libre, enlevez votre main libre. Si vous avez le casque, enlevez votre casque et parlez-nous directement dans le combiné. Monsieur Dégbé Armand à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Dégbé. On prend un autre bonjour. Bonjour, Benjamin Nam. Oui, Arroisou Ronfort Froide. Oui, bonjour. Bonjour. Bonne année à vous aussi. Nous vous écoutons. Je salue le ministre. D'accord. Bonjour, cher ami, bonne année à vous.
Moi, je vais vous poser deux questions. Que chaque fois, nous, on entend des choses et ça nous gêne. On sait que, vous avez dit tout à l'heure, on sait que ce qu'on veut demander, ça ne va pas se passer. Maintenant, on continue de dire les choses et les populations, il y a des populations qui n'est pas évolué dans ce niveau. Maintenant, s'ils ont essayé de dire la chose là, les gens commencent à dire, Monsieur le Président, alors, il n'est pas accepté pour libérer les gens. Et nous, comme on est autorité, on sait que si on a demandé, on ne peut pas donner. Et pourquoi on demande? D'accord. Si tu ne veux pas qu'on sait que on demande, il faut qu'on laisse partir, on sait le développement. Deuxième sujet, vous-même qui êtes là aujourd'hui, qu'est-ce que vous enseignez vos militants? Et si on s'assoit, vous disons que, maintenant, il y a certaines choses qu'on ne dit pas, quelque chose qu'on ne dit pas. Maintenant, dans notre parti, il faut qu'on va publier à tout le monde pour dire, ça là, on ne dit pas ça, ça là, on peut dire, ça là, on peut demander, ça là, on peut demander. Qu'est-ce qu'on peut évoluer dans tout ça là? À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'il parle bien entendu de la formation des militants sur les propos qu'il faut tenir en public. Vous aurez le temps de réagir là-dessus. On va prendre notre intervenant. Bonjour. Bonjour, Benjamin Nao. Votre nom? Je suis Émile Afama. Émile Afama. Akama. Afama. Atama. Afama. Asama. Oui, Afama. AF. A-F-A-2-S-A-M-A. D'accord, Afama. Assama. D'accord. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Assama. Bonne année. Bonne année à vous, monsieur le ministre. Vous connaissez très bien. Et c'est une occasion pour moi de vous adresser directement sur la radio. Merci. Alors, après votre conférence, je crois que la fois dernière, vous avez confirmé que la FCD est vraiment de l'opposition. Alors, je voudrais savoir votre point de vue, votre avis sur deux points. Alors, quel est votre avis par rapport à la loi d'amnistie, au projet de loi d'amnistie? Et quel est votre avis par rapport à la révision actuelle de la Constitution qui est en vue là? Merci, monsieur le ministre. D'accord. Je crois que certainement il vient de nous rejoindre, hein, parce que c'est de ça qu'on parlait depuis le début de cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Avogbe Kataja, je suis Maxime, je vous appelle depuis Ouida. Monsieur Avogbe, Oui. votre préoccupation? Oui, je salue monsieur le ministre. Oui. Bonjour, cher ami. Bonne année. Merci, pareil à vous. Merci bien. Et je voudrais très respectueusement vous demander pourquoi les démocrates sont en train d'insister sur la loi d'amnistie. Puisque le président de la République, quand il avait fait son débat à l'ORTB, il avait été clair. Et il a dit qu'il ne peut pas. Parce que s'il gracie aujourd'hui, ça dit que demain va gracier. Après, demain va gracier. Ça dit que le pays va rester dans un pays de bagaille. Parce qu'à force de gracier, ça veut dire que si je suis ministre ou bien je suis quelque chose, je vais faire ce que je veux. Et là, je saurai que mes collègues vont me soutenir, on va me gracier. Vous avez une autre préoccupation? Oui, chacun n'a qu'à assumer ses responsabilités. D'accord. C'est la loi qui est là. C'est la loi, ils n'ont qu'à subir la loi de la justice. Ok. Merci. La justice n'a qu'à régler comme le président l'a dit. D'accord. C'est tout? Même l'Assemblée l'a dit en plénière. L'autre fois, l'Assemblée l'a dit. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bon dimanche. On va prendre encore un tout dernier avant de commencer à répondre. Bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que je vous appelle d'abord ce matin. Nous vous écoutons. C'est très bien. Je me salue ton invité du jour là. D'accord, merci. Je le salue beaucoup. Vos questions? Bon, ce que moi, je n'ai pas compris bien, est-ce que le président de la République, est-ce qu'il a chassé les gens avec quoi? Ce que moi, je n'ai pas pu comprendre. Et les partis démocrates aujourd'hui, ce n'est pas eux qui est mouvementé, qui est parti.
Non, c'est que moi, je voulais comprendre bien qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment, qu'est-ce que le parti démocrate voulait. Il veut qu'on fasse quoi? On sait comment ils ont dirigé le pays là avant, mais aujourd'hui, le président actuel qui est là, il est en train de faire le travail qui est bon, mais il ne voulait pas féliciter. Pourquoi? Si tout soit les cours. D'accord. Merci. C'est un petit commentaire, c'est demande. Pas de question en tant que telle. Oui, on va commencer à répondre pour gagner du temps. Et les autres peuvent continuer à écrire. Hein. Si on a le temps, on pourra répondre sur le numéro WhatsApp 50 52 52 73. On va donner la parole à Monsieur le ministre Alain-François Aliou, qui est notre invité aujourd'hui sur l'émission Franc-Parler, pour apporter quand même quelques clarifications aux préoccupations des auditeurs. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui. Je remercie sincèrement. Oui. Je vous ai vu en train de prendre les notes comme cela se doit, donc je vous laisse répondre directement. Merci bien. Oui. Je les remercie, tous les auditeurs qui m'ont posé des questions. D'abord, chacun est libre de garder dans sa tête ce qu'il veut par rapport à FCBE, opposition ou pas opposition. Okay. Chacun est libre. Mais ce que je sais de l'intérieur du parti, c'est quand on voit les différents écrits, les prises de parole, les analyses du parti et des responsables de la force Corée Bénin émergent, on ne peut pas se douter une seule seconde que c'est un parti de l'opposition. Si les gens se réfèrent à comment les partis politiques sont créés dans notre pays, je voudrais rappeler, je fais partie des gens qui disent que la réforme du système partisan est un moindre succès. Parce que, à un moment donné, depuis que le certificat de conformité a été inventé de toutes pièces, depuis que le gouvernement s'est fortement impliqué à travers son ministère de l'Intérieur, fortement impliqué dans la procédure de création des partis politiques, tout est passé par, je dirais, des négociations avec le gouvernement, sous le couvert du ministère en charge de l'Intérieur. Il n'y a eu aucun parti politique qui ait échappé à cela. Est-ce que nos papiers sont prêts? Est-ce que nos papiers sont bons? Est-ce que ça c'est conforme à ceci et c'est conforme à cela pour que vous ne rejetiez pas à nouveau, etc., etc. Si les premiers partis n'avaient pas fait ça, les autres qui ont suivi n'auraient pas eu le bénéfice de l'effort qu'ils ont consenti pour démêler la situation. FCBE a été créé, est né dans cette formule-là de FCBE, parti politique, avant les démocrates. Et si FCBE n'avait pas subi ce qu'il a subi, ce qu'elle a subi, les démocrates n'en auraient pas profité. Donc, le système partisan tel que c'est appliqué jusqu'à maintenant, les partis politiques qui ont obtenu leur récépissé sont passés par cette fourche codine-là qui a été imposée. Si c'est ça, la formule que des gens retiennent dans leur tête, que c'est ceci, c'est cela, c'est ça, libre à eux. Oui. Mais si c'est parce que des partis de la mouvance ont dit « Oh, FCBE avec nous », ou bien Yaïboni avec les siens « Oh, non, ils ne sont pas de l'opposition ». Si c'est ça, je dis encore libre à eux. Mais nous savons qui nous sommes. D'accord? Et puis, on ne fait pas l'opposition de la même manière. Vous ne pouvez pas me dire que, les auditeurs, n'est-ce pas, et notamment l'auditeur qui a posé la question, il ne peut pas me dire que le BR et le Renouveau sont de la mouvance de la même manière. Donc, personne ne peut dire que les démocrates et les FCBE doivent faire l'opposition de la même manière. Pour nous, FCBE fait de l'opposition modérée, de l'opposition constructive, qui fait des propositions, qui écrit et qui fait des suggestions pour. Pendant ce temps, les démocrates font de l'opposition musclée. C'est libre à eux de le faire. Du populisme, ça c'est pas notre choix. D'accord. Ça, c'est cette précision, je voulais le faire. Le reste, sur l'amnistie. J'avais déjà dit. Quelqu'un a dit, je répète. Est-ce qu'on négocie la liberté des gens? Voilà. C'est quelque chose d'extrêmement difficile.
d'extrêmement sensible. Quelqu'un a rappelé ce que j'ai vécu. J'ai vécu 3 ans de prison. 3 ans. Et je sais. Ce n'est pas à souhaiter, même à un ennemi. Je sais de l'intérieur ce que c'est. J'ai dit tout à l'heure que le camp présidentiel parle des détenus comme des détenus non politiques. L'opposition, et même de façon plus large, les citoyens, parlent des détenus comme détenus politiques. Déjà à ce niveau-là, il y a discordance. Il n'y a pas entente. Alors, si on ne s'assoit pas pour s'entendre, rien n'est possible. J'ai eu, comme ça, vent de quelque chose qui a été proposé. Si les détenus veulent retrouver leur liberté, qu'ils saisissent, par l'intermédiaire de leurs avocats, ils fassent une démarche, qu'ils reconnaissent leurs fautes, leurs torts, qu'ils demandent pardon. J'ai appris ça, je n'ai pas lu les textes s'il y en a. Et il semblerait qu'ils ont refusé, parce qu'ils ne se sentent pas dans cette posture-là. C'est libre à eux. Mais ce que moi, je suis en train de dire ici, c'est qu'il s'agit de liberté perdue, liberté confisquée. C'est toute la vie. Et on ne joue pas avec la vie des gens. On ne joue pas avec la vie des gens. Ce n'est pas parce que je suis président de la République aujourd'hui que je peux me permettre cela. Ce n'est pas parce que je suis dans l'opposition aujourd'hui que je peux me permettre cela. J'ai dénoncé, en ma qualité de citoyen, acteur politique, j'ai dénoncé la procédure telle que ça a été engagé par les démocrates. Et j'ai dit, il faut normalement qu'ils négocient. Le chef de l'État, quand on veut commencer des négociations, il y a au moins 2 parties. Les parties mettent très haut les demandes. Si on considère le chef de l'État comme l'une des parties, il a dit jamais. Ok, on s'en tient à ça. Enfin, on note ça. Oui. Les autres disent, on le voudrait. Ok, maintenant, asseyons-nous et on s'entend. Okay. On est à 2 ans, un peu plus de 2 ans de 2026. On peut prendre toute l'année 2024 pour discuter, revenir sur les discussions, pour négocier, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas seulement à l'Assemblée nationale que le débat doit se mener. C'est dans le pays. Donc ce que vous dites n'est pas une idée de compromission. C'est pas du tout. Aller se compromettre. Pas du tout. C'est pas une idée de compromission. Non. Ce ne sont que ce sont les responsables qui sont en capacité de comprendre, de s'asseoir. C'est quand même sous le président Patrice Talon que ces gens-là ont été mis en prison. Et je dis, ce serait pas mal du tout que toujours sous lui, il trouve réponse à cela, solution à cela avant de partir. Ce ne sera pas mal du tout qu'il trouve. Mais quand on dit la justice, bien sûr, nous savons très bien. Mais après tout, le président de la République, il est le premier magistrat. Il n'a pas besoin de se mettre en toge, en robe noire, pour se faire appeler magistrat. C'est le premier magistrat. Ça veut dire qu'il peut toujours s'asseoir avec les gens pour discuter. Ne mélangeons pas les détenus et les exilés. Mais je fais un petit retour en arrière. Oui. C'est vrai qu'on donne l'impression d'avoir focalisé sur les détenus politiques, notamment les personnalités politiques qui sont là-bas. Et les autres, je pense que pour les autres, le débat ne se pose pas. Le chef de l'État a dit tout ce qui concerne les étudiants, pour tout ça, il a instruit son garde des Sceaux. Que le dossier soit vidé, soit vite traité, puisse les gracier après. Voilà, c'est ça. Donc ce ne sont pas ces personnes ou personnalités qui sont le plus en vue. Voilà. Mais c'est les 2 surtout qui sont là-bas. C'est vrai, quelqu'un a dit, et ce n'est pas faux du tout, Réki Amadougou est du Parti Les Démocrates. Aïvo n'est pas du Parti Les Démocrates. Donc ce n'est pas parce que Aïvo n'est pas du Parti des démocrates que l'opposition ou la classe politique ou la société civile ne doit pas s'intéresser à cela. Un professeur d'université. Il nous est important compte tenu de sa carrière professionnelle. Ça, c'est par rapport à la loi d'amnistie. On ne se joue pas et on ne joue pas de la liberté des gens.
La liberté est consubstantielle de la vie de quelqu'un. C'est pas la peine de s'amuser avec. Il y a pas souvent Fouad qui dit pourquoi persister sur des demandes vouées à l'échec. Voilà. Oui. Et justement, c'est ce que je voulais dire. Oui. Il ne faut pas se cacher derrière c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. La loi, en régime démocratique, il y en a qui disent que la démocratie, c'est la dictature de la loi. On l'accepte, je peux l'accepter si la loi a été établie de façon impersonnelle. L'une des qualités, sinon la qualité majeure d'une loi, c'est d'être impersonnelle. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de se réfugier derrière la loi pour ne pas regarder une réalité en face. Je finis avec ça. Et revenons donc au deuxième sujet, si vous permettez, à moins que après vous me rappeliez d'autres questions. Oui, parce qu'il y a d'autres questions qui sont envoyées par... Ok, on va y aller plus vite. D'accord. La révision de la Constitution. Oui. Je ne sais pas ce que les amis me demandent de dire de plus. Peut-être parce qu'ils n'ont pas écouté dès le début. Si l'émission est rediffusée à un moment donné... Ils vont suivre la rediffusion ce soir. Ils vont suivre la rediffusion. Mais j'ai dit clairement, à mon avis, que ça ne devrait pas nous préoccuper aujourd'hui. D'accord. Et qu'il est temps que, tous les 10 ans, on cesse de nous fatiguer avec cette affaire de troisième mandat. Mais que les lois telles qu'elles existent aujourd'hui, le code électoral et certaines dispositions de la Constitution, que les dispositions-là font problème, créent des difficultés et donnent toute l'impression, pas l'impression, d'exclure. Et quand on exclut en politique, c'est très mauvais. On prépare le lit pour beaucoup de choses négatives. Voilà. Donc, il vaut mieux, comme la Cour constitutionnelle l'a indiqué, il vaut mieux regarder ce qui fait problème aujourd'hui. Pour qu'en 2026, alors que nous nous préparons pour les élections générales, jamais vécues dans notre pays, que ce ne soit pas un mélange total de difficultés à vivre. Donc, calmement, nous sommes encore à plus de 2 ans, calmement qu'on revoie les textes et qu'on corrige ce qu'on doit corriger. Si en corrigeant le code électoral, on doit apporter des corrections au niveau de la Constitution, que cela soit fait et que les députés à l'Assemblée nationale veillent au grain en lien organique serré avec les autres partis politiques qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Voilà le résumé de ce que j'ai dit. C'est ça. Et nous allons donc aller sur la toile à ceux qui nous ont écrit. Il y a Distella Monstou qui nous a envoyé un long test de ce que lui pense véritablement de l'émission du jour. Je ne pourrais pas tout lire, mais je retiens quand même quelques expressions. Il dit: le code électoral est une loi qui peut se modifier à tout moment à l'initiative des députés ou du gouvernement. C'est du moins ce que dispose l'article 105 de la Constitution. Cependant, une nouvelle voie s'ouvre. Cette fois-ci, il s'agit de la voie du juge constitutionnel qui vient s'ajouter à la voie des députés et du gouvernement. C'est donc une nouvelle voie qui s'ouvre pour l'initiative des lois au Bénin. C'est très important de le noter. Alors, à mon sens, la Cour n'a pas ordonné la révision de la Constitution si l'on s'en tient à la décision du 4 janvier. Donc, il a l'habitude donc de poster donc ces messages sur Facebook et sur WhatsApp. Ceux qui veulent vont pouvoir lire. Merci à vous, Distella Moussou. Je ne pourrais pas lire tout le test. Il y a Robinson Bioku qui nous a écrit, dit: bonjour, Radio Cotonou, Rekia Madougou, Joël Ayouvo, sont-ils des prisonniers politiques, vu qu'ils ont été privés de leur liberté dans le cadre politique, qu'ils soient libérés ou non? Le Parti Les Démocrates tireront le gain politique à eux. Pourquoi vouloir comparer les détenus politiques et ceux du droit commun? Ça, c'est une question. Et il a raison de poser la question. Oui. Il a raison de poser la question. Et il ne faut pas d'abord exagérer, mais il ne faut pas non plus sous-estimer. Donc, les détenus de droit commun sont les détenus de droit commun. Oui. On peut dire que la faute leur incombe directement. Les détenus politiques, si nos 2 amis-là en étaient, plus les autres qui seraient confirmés dans cette accusation-là, entre guillemets, ce ne sont que, à la limite, c'est leurs idées, c'est leur engagement politique qui justifierait
leur privation de liberté. Donc, c'est tout à fait... je sais pas, la question, ça se comprend. Mais il n'y a pas de réponse en dehors de ce que j'ai dit là. C'est pas ça va être deux catégories différentes de choses. Mais ça m'amène à faire une petite clarification. Au niveau des exilés, quelqu'un en a parlé très rapidement. Ça, c'est une question délicate. Parmi les exilés, et là, je fais partie des gens qui le disent de cette façon-là, parmi les exilés, tous ne sont pas des exilés politiques. Il y a des exilés... Vous insistez là-dessus. Il y a des exilés du droit commun, disons ça comme ça, qui ont été inquiétés par la justice béninoise, qui sont invités à venir répondre et qui en ont profité pour rester à l'étranger. D'accord ? On en a vu dans ce pays qui ont occupé de très hautes fonctions dans des gouvernements du président Yahi. Donc moi, je ne suis pas partie de ceux qui mélangent tout. Et je ne demande pas non plus qu'on mélange, parce que si on mélangeait, c'est comme si on encourageait la mauvaise gestion des détournements. C'est ça. Okay. D'accord, merci beaucoup à vous. Nous poursuivons donc toujours sur WhatsApp une autre question de Gaëtan Kokodoko d'Aïdjedo. Il dit moi, je veux demander à monsieur le ministre d'œuvrer pour la paix afin que plus jamais nous n'ayons de prisonniers politiques ni exilés dans le pays. Sinon, à l'allure où vont les choses, la gouvernance sur la haine ne cessera dans notre pays. Après 2026, je préfère que cela s'arrête et j'exhorte le ministre à œuvrer pour cela. Un petit commentaire ? Je le remercie. Si je suis encore dans le milieu politique, tel que je le suis, je prépare ma sortie de scène. Ça fait plusieurs années, dizaines d'années que je suis dans le milieu politique. Et il faut que les jeunes prennent la relève. Il y en a qui se préparent sérieusement, qui sont même déjà en position de prendre la relève. Donc oui, ce qui est important, c'est vraiment la paix. La paix, la cohésion sociale, etc. Donc pour le reste de mes énergies, c'est à ça que je vais me consacrer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2021, j'ai choisi de rejoindre FCBE pour les aider d'une certaine façon, donner ce que j'ai encore la capacité de donner jusqu'à ce que je sorte officiellement de scène. Parce qu'il dit qu'en 2026, il ne souhaiterait plus qu'on puisse gouverner par la haine. Mais bien sûr, et la haine et tout ce que c'est l'exclusion. La base, c'est on a l'impression quand même que les cœurs saignent dans ce pays. Mais les cœurs saignent beaucoup. Les cœurs saignent beaucoup. Et il faut arrêter ça. C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, par rapport à la troisième mandat, troisième mandat, c'est ça, non qu'on mette un petit texte au niveau de la Constitution pour interdire ça. Pour dire, si jamais quelqu'un est en fonction et que sous lui, on parle de troisième mandat, alors parjure. D'accord. Et là, donc il faut que nous cessions de nous faire mal. Effectivement. Un dirigeant, le chef de l'État, c'est le premier serviteur de nous tous. C'est pas le chef, c'est pas le patron. Ça suffit. D'accord. Un autre Cosmo Zissou, il dit « Je voudrais savoir qui appelle-t-on détenu politique ?» On ne va pas jouer sur les mots. Et lorsque moi j'ai été mis en prison, j'ai été mis en prison en ma qualité de ministre, mais ayant géré la LEPI. Les fonds publics, la LEPI. Et sur cette base-là, je ne peux pas dire que ce sont mes opinions politiques qui m'ont fait mettre en prison. D'accord ? Mais quand on associe, on regarde bien, c'est en ma qualité d'acteur politique. Il a suffi que les gens comprennent après que etc. Bon, là, je passe. Ça, ce sont les hommes. C'est ça. Okay? J'ai gagné, c'est terminé. Mais ici, ce sont les actions basées sur les idées politiques de ces personnalités-là. Moi, je suis tenté de dire que ce sont des détenus politiques. Je suis tenté de le dire. Mais dans l'autre camp, on trouve que non. Le chef de l'État a été très clair la dernière fois. C'est une information majeure qu'il a apportée. Il s'en tient à ça. Je respecte. Je ne partage pas, mais je respecte. D'accord. Parce que pour lui, il dit que si ce sont des détenus politiques, alors libérez-le et le débat est clos. Libérez-les, le débat est clos, c'est ce qu'il dit. Un autre message avant de passer à la conclusion pour finir donc cette émission. On a reçu un autre message. Bonjour Honoré, moi c'est Segbo
Yedia, je voudrais demander ce que pense FCBE des propos de Boni Yayi par rapport à leur appartenance ou non à l'opposition. Et deuxième question, la mise en prison de Adiou était-elle politique? Bon, je crois que la réponse est déjà donnée. Donc, je pense quand même que vous avez aussi répondu par rapport à la position des FCBE donc, dans le dispositif politique. Donc, vous répondez quoi à Boni Yayi? C'est trompé. C'est trompé, il est allé un peu trop loin. Les siens l'ont regretté, oui. Lui ont reproché, autant qu'ils peuvent lui reprocher quelque chose. Mais vous voyez, oui. la grande erreur du président du Parti Les Démocrates, c'est de croire que les démocrates, c'est-à-dire, il pose une équation, hein, il dit les démocrates égale l'opposition, l'opposition égale les démocrates. Pour lui, il n'y a qu'une seule manière de faire de l'opposition. C'est-à-dire quoi? Le populisme, être revanchard, être ceci, etc., etc. Nous disons non. Et ce qui pose problème, ce sont ses amis d'hier qui le connaissaient très bien. Parce qu'il a eu à présider aux destinées de FCBE. Donc ce sont ses amis d'hier qui le connaissent très bien, qui disent non, ne voulons pas d'une opposition comme ça. Et c'est ça qui le dérange. Donc moi, j'ai rien d'autre à dire. FCBE est un parti d'opposition. Sinon, je ne m'y retrouverai pas à l'aise. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit, que vous voulez dire, pour conclure? Je vais dire quelque chose de peut-être grave. J'ai peur des Béninois. J'ai peur des Béninois dans le milieu politique. J'ai bien envie de dire, comme si les gens pouvaient m'entendre, m'écouter. Si le peuple béninois veut des dirigeants sérieux, il aura des dirigeants sérieux. Pour avoir des dirigeants sérieux, il faut que le peuple devienne lui-même sérieux, qui se prenne très au sérieux. Construire un pays, c'est pas facile, c'est pas de la blague. La société béninoise est en pleine construction. La nation béninoise est en construction. L'État béninois. Il ne faut pas laisser les dirigeants faire ce qu'ils veulent. Non. Que le peuple, politiquement, se lève. Veille. Vous savez, la Constitution lui permet de demander à l'Assemblée de ne pas faire n'importe quoi. La Constitution le lui permet. Que les jeunes, au nom de qui ont fait beaucoup, cessent de croire que leurs aînés font bien les choses pour eux. Que les jeunes s'investissent dans le milieu politique. S'ils ne veulent pas servir, qu'ils ne viennent pas. C'est ça. En politique, on ne vient pas pour s'enrichir. On vient pour servir. Et pour servir, il faut être en capacité de le faire. Il faut apprendre. Il faut se laisser former. Il n'y a pas de formation politique sur les bancs, même à l'université. Même quand on fait de la politique, j'avais dit oui, la science politique, c'est différent de l'action politique. C'est différent de l'action politique. Donc, que les jeunes veuillent bien entendre cela, pour que les choses commencent à cesser de se faire comme cela s'est fait jusqu'à maintenant. Monsieur le ministre Alain-François Adiou, vous êtes membre du bureau politique du parti La Force Kori pour un Bénin émergent. Vous êtes également le directeur de l'école de ce parti politique. Vous étiez donc sur cette émission Franc-Parler pour décrypter l'actualité, l'idée d'une révision de la Constitution projetée et aussi le rejet de la loi d'amnistie en commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci pour votre disponibilité. Merci de nous avoir accompagnés sur ce plateau de l'émission Franc-Parler. Ghislain Agbangba en a assuré la mise en onde. Job Tipé est là pour la prise de vue et Honoré Benjamin Naoum. J'étais à la présentation. Merci à chacun et à tous et je vous souhaite donc une bonne journée dominicale. Merci. Franc-Parler